conférence de l'Ouest Hurlant, le festival des cultures de l'imaginaire. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous pour une nouvelle conférence dans le cadre du festival l'Ouest Hurlant. Et donc pour cette conférence sur la production jeunesse d'imaginaire est-elle attractive, je suis avec trois invités. D'abord Jop, donc tu es BDaste. Voilà, je vais vous proposer de vous présenter les uns après les autres ensuite, mais du coup pour notre public, mais également pour nos futurs auditeurs et auditrices qui écouteront les rediffusions. Donc je suis avec Jop, Morgan of Glencoe et Silène Edgar. Donc on commence, je te laisse te présenter et passer le micro. Oui, alors donc moi je suis illustrateur et auteur de BD. Et donc là, j'ai sorti avec un collectif de musiciens 2 albums, des livres CD pour enfants. Donc voilà, le spectacle existait avant les livres. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que on a fait les livres après. Et voilà, j'ai sorti une bande dessinée aussi avec éditée chez Albin Michel au mois de mars dernier, qui s'appelle Jazzman. Et pour le coup, c'est pas un registre jeunesse, mais... Et tu travailles avec le collectif La Vilaine. Et oui, je suis aussi un membre du collectif La Vilaine. Un collectif rennais qui fait de la bande dessinée, du dessin en bande, comme la bande dessinée, mais oui, voilà. On dit c'est une revue c'est une revue dessinée en bande. Le côté collectif est important. Bonjour, moi je suis Morgan of Glencoe. Je sais pas si je peux me présenter, mais je peux sans doute me chanter puisque je suis barde. Excusez-moi, ce sera le seul jeu de mots que je m'autoriserai de cette conférence. C'est bon, j'en ai fait un. Bon, on va compter, on va voir si tu arrives à tenir qu'un seul jeu de mots. Tout à l'heure, j'ai réussi à tenir un. Je peux ne pas faire de jeu de mots. Respect. C'est compliqué, mais je peux. Du coup, je suis musicienne professionnelle, compositrice, chanteuse, harpeuse, et le reste du temps, j'écris des livres. Voilà. Ça fait beaucoup de choses quand même. Et t'as une chaîne Twitch, il me semble ? J'ai une chaîne Twitch sur laquelle je joue tous les matins de 9h à 10h30 en câlinant des chats et en buvant du thé. Ouais. Et tu fais aussi, il me semble, une fois par mois, un atelier d'écriture. C'est le deuxième mercredi ? Deuxième mardi. Mardi. Oh, deuxième mardi du mois, atelier d'écriture sur Twitch pour tous les apprentis auteurs et autrices qui passent. Ouais, j'ai pas eu l'occasion d'y assister, mais j'ai eu des très bons retours, des conseils très chaleureux d'y assister un de ces quatre. Voilà. Donc bravo, parce que j'ai eu certains de tes spectateurs et spectatrices qui m'ont dit qu'ils adoraient tes ateliers et qu'ils apprenaient beaucoup grâce à toi. Et que c'était inspirant d'écrire avec au son de ta harpe pendant 45 minutes, le temps de l'exercice. Oui, je leur joue de la harpe pendant qu'ils écrivent. Ouais. Et après du coup, ils me postent leurs textes sur le Discord et ensuite j'en tire 2 au sort et les autres sont corrigés par la communauté, c'est-à-dire que quand on participe à l'atelier d'écriture, on s'engage à corriger quelqu'un d'autre. Parce que l'exercice de correction, en fait, et de relecture est au moins aussi important que l'exercice d'écriture, finalement. Parce que ça prend du recul sur son texte. Et donc, en fait, le fait de voir une erreur chez quelqu'un fait que quand on la refait soi-même, on s'aperçoit qu'on a quelque chose à corriger là et pourquoi. Très bien. Merci. Et du coup, notre troisième invitée, Silène Edgar. Moi, je vais me loinsanter. Parfait. Alors, moi, je suis autrice depuis un petit moment. Du coup, j'ai produit pas mal de choses. Je fais de tout. Je suis surtout reconnue pour ce que je fais en jeunesse, pour les préados, pour les ados. Mais comme j'aime pas les cases et j'ai un petit souci avec l'autorité, du coup, j'ai décidé de faire aussi plein d'autres choses. Donc, j'écris aussi pour les adultes. Je fais beaucoup de nouvelles. J'écris pour les tout petits. Et puis je travaille aussi sur les textes des autres. Donc j'ai fait des dossiers pédagogiques, je fais de la recherche parce que ça me semble intéressant. J'aide autant que possible les auteurs et les autrices autour de moi. J'ai été très engagée pour les jeunes auteurs parce que j'en ai été une à la base dans le collectif Co-Cyclix quand on a monté tout ce truc-là sous l'impulsion de Lise Siven il y a 15 ans, ça me rajeunit pas. Et je continue dans cette démarche-là. En fait, la chose la plus belle, je trouve, c'est de faire advenir des livres, ceux des autres, les miens. Voilà, je me sens de plus en plus
Et tes livres sont très accessibles, il me semble aussi. Oui, complètement. Je pense que populaire, c'est pas un gros mot. Hein. On est tous. Il y a peut-être des gens qui sont pas du peuple ici, mais l'idée, c'est vraiment de faire des choses qui soient respectueuses de l'intelligence et de la culture de chacun, mais accessibles et puis qui soient agréables pour s'évader. Où on soit pas dans la manipulation. C'est d'autant plus important quand on écrit pour la jeunesse, il me semble, parce que ils sont encore malléables et pour autant ils sont loin d'être idiots et du coup c'est tout un travail vraiment très très intéressant à faire. Voilà. C'est bien, ça me fait une belle transition pour rentrer dans le sujet de notre de notre table ronde. Donc la littérature jeunesse, la production jeunesse d'imaginaire est-elle attractive? Moi, je vais me baser un peu sur ce qui était disponible quand j'étais gamine. Donc j'ai 34 ans, ça vous donne un ordre d'idée, on va dire. Donc il y a 25 ans, la production jeunesse, on va dire, il y avait l'école des loisirs qui était le top. Et en fait, j'ai aucun souvenir du reste de la production jeunesse de l'époque. Donc il y en avait sûrement, hein, mais j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'il y a un courant éditorial jeunesse qui fait des livres de qualité qui sont vraiment traités non plus comme la dernière roue du carrosse, on va faire vite fait un livre avec 2-3 images parce que c'est pour les petits et puis voilà, c'est tout. On a vraiment une qualité éditoriale avec une diversité éditoriale aussi qui se met en place. Et vous, en tant qu'auteur-autrice, est-ce que vous avez senti une différence dans la réception de ce que vous pouvez écrire? Déjà, comment vous percevez la réception? Je vais refaire ma phrase. Est-ce que vous trouvez que la réception de vos ouvrages est positive? Est-ce que vous avez des bons rapports avec vos lecteurs sur la qualité éditoriale, en fait, du bel objet que vos lecteurs et lectrices peuvent avoir, en fait, en main? Jop? Moi, en fait, je suis graphiste aussi. J'ai pas dit que non. Voilà, j'ai été graphiste pendant des années, donc le côté bel objet, ça me parle pas mal. En l'occurrence, pour les livres jeunesse que j'ai fait, j'étais pas accompagné d'éditeurs, donc c'est des projets auto-édités. Donc, voilà, c'est avec un collectif de musiciens, donc c'est un travail de collaboration et après toute la partie maquette et ça c'est les choix c'est mes choix. Donc après. En termes de qualité, moi je trouve que ça a de l'importance, évidemment. Enfin, la qualité du livre, même si nous on était aussi dans des logiques économiques qui ne permettaient pas forcément d'aller sur des choses vraiment très exceptionnelles finalement. Mais quand même un soin apporté au livre, c'est important. Après voilà, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ces questionnements de format, d'interactivité aussi avec bon là en l'occurrence nous c'est un livre CD, ça avec les musiques peuvent être téléchargées aussi évidemment parce que les CD pour les plus jeunes, même un CD ça peut presque devenir un peu obsolète quoi. C'est vintage. Je pense que c'est vintage ouais pour les plus jeunes gamins de 10 ans un CD ouais, ils l'utilisent assez peu hein. Bon, voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une connexion avec le spectacle et le côté interactif, donc on essaie de penser l'ensemble du projet, quoi. Et voilà. Et pour la partie réception, je pense que c'est hyper important pour les gens d'avoir un objet, parce qu'il y a aussi ce côté objet cadeau. Voilà, enfin, on est quand même dans une logique du livre. Dans un monde très numérique, très digital, la logique de l'objet, elle est intéressante que si l'objet a du sens. Et voilà, c'est peut-être sur ça qu'on peut travailler un peu en tant que graphiste, illustrateur, auteur, comment repenser l'objet, quoi. Moi, Morgane, je voudrais avoir un souvenir ému, moi qui ai aussi 34 ans, pour la collection Cascade. Je sais pas si vous avez connu la collection Cascade, mais c'était des mini reliés. C'était des reliés pour enfants. Illustré généralement très très bien en plus et qui notamment publiait les Evelyne Brizou-Pellen. C'est dans la collection Cascade que j'ai lu mes premiers livres fantastiques, notamment avec comment elle s'appelle La Nuit des Pierres ou La Prophétie des Pierres, je sais plus, justement de Evelyne Brizou-Pellen, qui racontait une histoire de Ménir-en-Thé. Bonjour, on est en Bretagne. Elle s'appelle Evelyne Brizou-Pellen.
Mais donc il y en avait, en fait, il y en avait de la production jeunesse de qualité, mais j'ai l'impression qu'elle était plus, pas forcément plus confidentielle, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça s'assume beaucoup plus comme fantaisie qu'à l'époque. Allez, quand j'étais gamine, j'avais l'impression que c'était souvent on me disait ah bah c'est du conte, pas c'est de la fantaisie ou pas c'est de la fantaisie historique. Et j'ai l'impression que ça, par contre, on s'est décomplexé sur le fait que les enfants, pareil, il y avait une collection où j'avais lu de la science-fiction dedans et tout, mais j'ai l'impression que maintenant on a plus peur de, entre guillemets, plus peur de dire aux enfants, bah ouais, c'est de la littérature de genre, en fait. Là, t'es en train de lire de la fantaisie, de la SF, du fantastique. Avant, c'était, c'est du conte. Voilà. Maintenant, bah non, c'est de la fantaisie, quoi. Silène? Oui, alors moi, je suis un peu plus vieille, j'ai 43 ans, et il y avait des choses, mais c'est évident que à partir du moment où il y a eu la déferlante Harry Potter, donc il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, ça a rapporté beaucoup plus d'argent et donc il y a eu une diversité beaucoup plus grande et plus de masse, mais il y avait déjà des choses intéressantes et il y avait une frontière vraiment entre la jeunesse et l'adulte. Et puis, ce qui s'est passé de particulier, c'est que nous, ce qu'on a lu, ce qui était disponible pour nous, qui était quand même déjà mieux que ce qui existait avant, hein, dans les années 60-70, où c'était juste Rouge et Or, ou alors il y avait les bibliothèques vertes et les bibliothèques roses, et il n'y avait pas une diversité énorme. Ça avait déjà bougé et on a grandi et on a continué à en lire et on fait sauter cette barrière-là. Et du coup, quand on y revient, nous aussi, en tant qu'auteur ou autrice, on va proposer des ouvrages, je pense, plus exigeants, parce qu'on on a eu de la qualité, donc on en veut encore plus. Et en termes de produits, comme de diversité, comme il y a beaucoup de choses aussi, on a aussi des challenges de réussir à faire des choses qui peuvent être intéressantes, de proposer des nouvelles choses, des choses qui sont en adéquation avec maintenant. Là où peut-être plus petite, il y avait moins d'interrogations. De toute façon, on faisait des histoires pour les enfants. Bon, finalement, l'enfant était moins considéré, donc on se cassait moins la binette. Hein. Maintenant, il y a un enjeu réel pour plein de raisons, pas seulement intellectuels ou de respect de l'enfant, aussi des enjeux commerciaux, évidemment. Mais je pense que la littérature jeunesse aujourd'hui est très considérée, beaucoup plus qu'elle ne l'a été, même si ça reste pour les enfants. C'est pas, voilà, il y a quand même toujours un peu de snobisme qui existe. C'est ça. Donc maintenant, il y a un intérêt économique, donc un focus d'attention qui peut être porté dessus. Après, je me demandais aussi avec le côté le développement du numérique, t'en parlais, Job. Est-ce que vous pensez que il y a un intérêt plus grand à faire des beaux livres, à essayer de transmettre, des choses physiques justement, peut-être pour contrecarrer une lecture qui serait numérique, ou pour pouvoir transmettre le goût du livre-objet à des générations qui sont peut-être un peu moins en contact? Alors, sur le numérique, en fait, ça a été une grosse peur que les enfants y passent au numérique. Concrètement, ça marche pas le numérique avec les enfants. Alors peut-être pour d'autres tranches d'âge. Moi, je vois sur mes ouvrages qui sont tous proposés en numérique, j'ai les relevés de droit, c'est ridicule en fait par rapport aux ventes papier. Par contre, sur la question du bel objet, il y a la question du prix. Et au niveau des ventes, par contre, c'est évident que les gens ils ont moins de sous. La paupérisation de la société étant là, les poches se vendent beaucoup mieux. La question du prix est importante, et faire des beaux livres à moindre coût est important, parce qu'il faut leur donner envie, mais il faut que ça coûte pas trop cher. Et ça va pas s'améliorer. Enfin. Oui, avec la crise du papier actuellement, effectivement, et même avec les coûts d'impression qui augmentent beaucoup, les coûts de la couleur et tout ça, c'est vrai que le milieu de l'album ou de la BD, qui sont pour le coup sur des logiques économiques similaires, prennent un coup dans l'aile pour proposer des livres à moindre coût aux lecteurs et lectrices. En fait, moi, je voudrais juste... Pardon, mais je vais prendre un peu la défense du numérique.
parce que il y a beaucoup de gens qui veulent faire opposition entre livre numérique et livre papier, genre ah là là machin tout ça. Le fait est que alors moi pour le moment j'écris du young adulte, je vais bientôt avoir de la production adulte et jeunesse, mais pour le moment voilà, ce que je publie en young adulte c'est quand même, alors c'est à partir de 12-13 ans, hein, mais c'est du bon pavé quand même. Enfin, voilà. Et en fait, le fait est que le livre, il semblait inaccessible à certains enfants, enfin ados, dans mon cas plutôt, notamment aux personnes dyslexiques en fait. Et en fait, j'ai notamment un jeune homme, voilà, il a 20 ans, qui était incapable de le lire sur papier. Il a téléchargé la version numérique parce qu'en fait, lui, il ne lit plus qu'en numérique, parce que sur sa liseuse, il peut programmer sa police d'écriture, son espacement, machin, et en fait, comme ça, il est capable d'enquiller des bouquins énormes qu'il aurait même pas rêvé de lire en papier, parce que ça aurait été trop serré, ça aurait été une police classique qu'il arrive pas à lire, en fait, tout simplement. Et ben, la moralité, il s'est enquillé, ça fois 3, et encore, lui, c'est le plus court. Alors qu'encore une fois, il en aurait pas rêvé en papier. Et je pense que opposer le papier et le numérique et dire le numérique menace le papier, c'est pour ce qui est des albums et du dessin et tout ça, bah le fait est qu'en fait non, parce que la liseuse est trop petite et les gens ils vont vers le papier parce que le dessin est intéressant et primordial. Et quand c'est du texte, de fait, ceux qui lisent en numérique sont ceux qui en ont besoin. Donc en fait, pour moi, le numérique c'est aussi une question d'accessibilité à des populations qui sinon n'y auraient pas droit. C'est pareil, un jour j'ai vu débarquer un gars sur ma chaîne Twitch qui me disait sur Twitch qu'en fait il était aveugle, mais mon livre il est pas en braille, il l'a lu en numérique via une plage braille, mais sans la plage braille et sans la version numérique il l'aurait jamais lu. Donc je pense qu'en fait faut, de toute façon les enfants de fait ils lisent pas en numérique et ils lisent beaucoup de poche. Parce que les parents ils se disent l'enfant on va pas investir 20 € dans un bouquin que le gamin il a 6 ans, dans 2 ans il le lira plus. Au young adulte c'est un peu différent. En young adulte les gros formats partent très bien parce que c'est des ados qui y passent leur argent de poche et qu'il y a une espèce de fantasme du gros livre. Mais concernant le numérique, je pense que c'est important aussi de rappeler que ça permet à la lecture à un tas de gens qui n'y avaient pas accès avant en fait, ou très peu, ou à des coûts extrêmes. Voilà. Oui, grâce au numérique, on peut changer les contrastes, rendre accessible en quelques clics sous plein de formats différents pour s'adapter à chaque handicap. Tout à fait. Silène ? C'est très juste ce que tu dis. Alors moi j'ai de la chance énormément. C'est que j'ai énormément de mes livres qui sont adaptés en version 10 en papier. Parce que mon éditrice Barbara Bessa-Lelarge a tenu à le faire. Elle dirigeait la collection Castelmore à ce moment-là. Elle y est plus à l'heure actuelle, mais du coup on a continué et on fait des livres pour 10, donc plus gros, plus épais, avec la police d'écriture qui va bien, etc. Tout ce qui fait que ça va être beaucoup plus accessible. Et alors ça, par contre, ça se vend super bien parce qu'il y a tout un public et moi, j'essaye d'engager là chez Casterman. J'en ai discuté avec mon éditrice pour qu'on le fasse aussi, parce qu'en fait, il y en a pas assez et c'est très dommage. Et puis de les enregistrer, de les mettre en lecture, en audio-livre et voilà. Et ça, la littérature jeunesse, ça a pas encore assez bougé là-dessus. Juste pour compléter dans cette logique, justement par rapport aux typographies lisibles par les dyslexiques, il y a les livres des éditions Gauthier sont tous comme ça, en tout cas pour la jeunesse, il a fait ce choix. Donc du coup c'est vrai que ça inclut là le côté inclusion est important dans sa ligne éditoriale. Et c'est hyper intéressant. Et après, par rapport au numérique, moi je suis assez d'accord. Enfin, il n'y a pas d'opposition franche entre les deux pour moi. Il y a des complémentaires. Enfin, c'est complémentaire quoi. Et il y a même moyen de faire des ponts intéressants, de trouver d'apporter des variations au médium livre quoi. J'ai vu chez Albin Michel justement ils ont fait un truc avec on peut écouter le chant des oiseaux en scannant le livre, on voit les oiseaux s'animer. Bon voilà, j'ai trouvé ça chouette, même si ça remet l'écran entre l'enfant mais à la limite pourquoi pas, c'est pas si c'est pour ça pourquoi pas. Voilà, moi je trouve que tout est bon en fait à partir du moment où il y a une dynamique d'utilisation créative de tout ça.
Si ça a du sens, bon, oui, faut pas hésiter à utiliser le numérique, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'en littérature jeunesse, il y a plus de soucis d'accessibilité de ce style-là par rapport aux littératures adultes? Parce que les livres soient disponibles en version 10, par exemple, pour des ouvrages jeunesse, c'est tes ouvrages jeunesse, Silène, qui sont disponibles? Parce que tu écris aussi pour les adultes. Est-ce que ceux-là, par exemple, ils sont sous des formats 10? Ou c'est plutôt, il y a un souci plus important donné à de la littérature pour les jeunes? Ça existe qu'en jeunesse, parce que les adultes, non, on le fait pas. Alors après, il y a des livres en gros caractère pour les personnes âgées qui sont développés beaucoup. Mais c'était présenté pour les personnes âgées, alors qu'en fait, les 10 jeunes, ça les concerne aussi. Puis il y a plein de gens, de toute façon. J'en fais partie, j'emprunte en grand caractère à la bibliothèque, parce que je vois mal. C'est plus agréable. Et puis, moi, je vois mes louloutes à la maison. J'ai 2 filles, elles préfèrent les lire dans la version 10. Elles sont pas 10, mais c'est plus agréable. Donc, on pourrait très bien faire cet effort-là de manière permanente. Et puis même vous, en fait, le fait que ce soit justifié des 2 côtés, par exemple, on s'y perd. Si on est un peu fatigué, on s'endort plus vite, alors que finalement la version 10 où c'est aligné à gauche et je sais pas, moi je me dis on pourrait le faire pour tout le monde, quoi. Donc non, en adulte on s'en fiche complètement. En gros, de toute façon les gens qui lisent pas, ils lisent pas. Il y a une espèce de mépris du non-lecteur qui existe pas en jeunesse, parce qu'il y a cette espèce de truc qui est pas toujours vrai non plus, de oh là là, les enfants ils lisent pas assez, alors faut les faire lire à tout prix, donc il faut leur faire des objets pour qu'ils lisent à tout prix. Les gamins ils lisent autant que les adultes. D'ailleurs, on vend autant en jeunesse qu'en adulte. Qu'en vieillesse, c'est les mêmes chiffres, donc bon. Mais de fait, il y a une espèce de mission pédagogique de la part des éditeurs qui vont essayer de tout faire pour attirer les enfants vers le livre, là où finalement, on laisse tomber les adultes, je trouve. Morgane? Ouais, alors j'ai un truc à rajouter, parce qu'en fait justement sur les polices et les espacements prévus pour les personnes 10, il y a des études en cours pour savoir si ça ne perturbe pas les TDAH. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait un truc adapté à une personne peut ne pas l'être à une autre, et d'où le gros avantage encore une fois de la liseuse, c'est que tu le mets comme tu veux. Et pour moi l'accessibilité de la lecture elle passe aussi par la liseuse, parce que en vrai si tu devais sortir un pavé comme ça entièrement en écriture 10, c'est bon, le machin il coûte 30 € en fait. Et alors là on oublie en fait c'est l'accessibilité après se fait par le prix, quoi. Donc du coup voilà. C'était un peu aussi la pierre à l'édifice sur parce qu'en vrai c'est aussi beaucoup plus gros, et personnellement les polices d'écriture pour personnes 10, open dyslexia et tout me perturbent. J'ai plus de mal à lire quand c'est pas aligné, et quand c'est voilà. Et pire, mais moi les polices sans empattement me perturbent. Donc on sait pas encore à quelle neuroatypie j'ai, on est en recherche. Mais donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui peut être une bonne idée pour une personne, peut être une mauvaise pour une autre. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'ouvrir un maximum de gens et comme tu dis, en fait l'idée c'est d'essayer de laisser tomber personne. Voilà. Après, en vrai, les auteurs ont aussi d'excellents pourcentages sur les numériques, n'oubliez pas ça. Non, c'est vrai, hein. C'est très vrai, effectivement. C'est très vrai. C'est ça. De toute façon, oui, en ce moment, il y a une pénurie de papier, vu qu'on ne doit plus utiliser de plastique. Il y a ça vient en partie de ça, la crise du papier, c'est qu'il y a un renforcement de demande sur le carton d'envoi, mais carton d'emballage, carton pour tout. Et du coup, voilà, c'est le livre étant, en fait, quand on pense impression, on se dit, c'est les livres. Sauf qu'en fait, les livres, c'est tout petit dans le pourcentage de ce qu'on fait en papier. Et voilà. Donc, tout ce qui est communication et emballage, voilà, fait que le livre on est en galère, quoi. Oui, je retrouve du coup, parce qu'on est parti sur l'accessibilité et tout ça, je vais recentrer un peu plus sur la littérature jeunesse, mais c'est super intéressant. Donc c'est parce que c'est une des caractéristiques de la littérature jeunesse. Du coup, tous les trois, alors vous avez écrit donc pour la jeunesse, pour les adultes, même si c'est pas forcément publié encore. Comment vous est-ce que vous travaillez votre écriture vraiment différemment par rapport aux deux? Comment vous prenez en compte votre lectorat, en fait, quand vous vous lancez dans l'écriture, selon si c'est de la jeunesse ou de l'adulte? Vas-y, Job. Alors, déjà, moi, je précise quand même que c'est pas moi qui ai écrit les deux. Ou le dessin. Ouais. Oui, pardon, j'aurais dû être plus inclusif, du coup. Qui a écrit
alors, on a travaillé ensemble sur l'adaptation parce que bon, ça peut être intéressant quand même. En fait, au départ, c'est un texte qui est prévu en chanson, donc pour un spectacle. Donc Étienne a écrit les chansons, qui fait un fil directeur à l'histoire du spectacle. Et moi, là-dedans, j'arrive, on essaie d'adapter ça pour que ça tienne sur un certain nombre de pages. Donc voilà, il y a un travail aussi d'adaptation. Moi, je prends ça un peu comme ça. Donc cet exercice-là m'a plu, ce côté adapté d'un autre médium pour arriver au livre. Et après le dessin, et ben moi, mon dessin. Alors, j'utilise quasiment la même technique en termes de traits. Bon, c'est un petit peu différent, mais c'est pas si éloigné de ce que je peux faire en adulte. Après, c'est plus le traitement couleur où je m'autorise un peu plus des choses, des palettes colorées qui sont un peu différentes. Mais alors, est-ce que c'est dû à la jeunesse ou juste par rapport au sujet, à l'ambiance souhaitée? Je saurais pas trop dire. Maintenant, j'essaie pas forcément de trop cliver les deux, quoi. Enfin, pour moi, quand je m'adresse au public jeunesse, c'est juste parce que je choisis que en l'occurrence les thématiques sont peut-être plus appropriées à des plus jeunes, mais en termes de dessin et de travail et d'exécution de ce que je fais, j'y mets autant d'énergie et d'application, quoi. Enfin, en tout cas, c'est juste un travail différent parce que souvent c'est un peu moins long. Enfin, sur des projets, enfin en tout cas ce que j'ai fait moi, c'était des projets un peu plus courts en jeunesse. D'illustration, pas de bande dessinée déjà, donc c'est encore un autre boulot. Mais bah ouais, globalement, je trouve que l'idéal, c'est quand, enfin, on en a pas mal discuté avec Étienne, de comment on s'adresse à des jeunes, à des enfants. Bah idéalement, c'est de pas les prendre pour des débiles mentaux, quoi. C'est de se dire que c'est des êtres intelligents et capables de comprendre à peu près tout ce qu'on leur amène, avec un vocabulaire qu'on peut choisir, plus ou moins adapté, mais je crois qu'il faut pas trop s'interdire de choses, hein. J'ai l'impression, en me documentant un peu, que à l'époque on le faisait très bien. D'ailleurs, les contes, c'est pas forcément quelque chose de très lisse, très policé pour les gamins, quoi. Moi, j'ai relu il y a pas longtemps Max et les Maxi Monstres à ma fille, et franchement, je trouve ça génial parce que du coup, il y a pas ce filtre là qu'on se met peut-être des fois en se disant, bah puisque c'est pour des jeunes et des enfants, on va essayer de mettre une belle couche de crème dessus pour que ça soit pas trop dur à lire, pas trop violent ou je sais pas quoi. Bon, en fait, je pense qu'il y a peut-être pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Voilà. Silène. Alors, moi, je fais très attention en jeunesse. Dans l'ensemble, c'est le même type d'écriture. D'ailleurs, ça me désespère un petit peu quand on me dit t'as une écriture jeunesse, parce que je sais pas pourquoi. En fait, puisque c'est pas tant sur l'écriture elle-même. Je sais pas. Des fois, je me dis je suis naïve ou parce que je trouve ça plus dur d'écrire pour la jeunesse que pour la vieillesse. Parce qu'en jeunesse, il faut que je fasse attention à rester sur le fil, donc pour ne pas les manipuler. Considérer que même s'ils sont tout aussi intelligents que moi, ils ont vécu moins de matins, ils se sont couchés moins de soirs, ils savent moins de choses en termes d'accumulation de culture ou de vécu, et que donc je dois leur amener les choses sans qu'ils se sentent justement peut-être moins cultivés. C'est normal qu'ils sachent moins de choses. Donc je fais très attention à doser et à pas les obliger à prendre un dico. Si je les perds, c'est un peu con, hein. Le but c'est de leur faire plaisir, c'est pas qu'ils soient obligés de le poser pour aller voir sur Wikipédia. Donc ça, il y a ça. Niveau politique aussi. Je l'ai vu dans Ce caillou dans ma chaussure, qui est un livre qui est publié chez Géphir, là, que j'ai, qui est sur le stand. C'est un livre pour adultes et je parle des mineurs isolés, et il est clairement à gauche. Si vous êtes de droite et vous pensez qu'il faut les laisser se noyer, le lisez pas, ça va vous déplaire. Bon, par contre, quand je vais faire un livre sur les mineurs isolés pour la jeunesse, je me dis, je sais pas dans quel contexte familial est l'enfant. Je veux pas lui imposer une façon de voir politique. Je vais essayer de lui poser question.
Peut-être il manque encore de libre arbitre, c'est normal. Enfin, et peut-être qu'il a influencé d'autres manières. Donc, je vais pas le diriger, lui dire, voilà la bonne façon de penser. Je vais essayer de l'amener à se poser la question. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de voilà. Et c'est là qu'il y a quelque chose de difficile, je trouve, et c'est là que c'est très différent pour moi d'écrire en jeunesse par rapport à la vieillesse. Je trouve ça. Après, je suis en train de bouger là. Vraiment, je suis en train de faire des textes. 8848 mètres, La Dame des Murs et la trilogie que je suis en train de faire, c'est des textes que j'ai envie de faire pour tout le monde. Ce qui est pas évident parce que on aime bien classer quand c'est des enfants, on aime bien le mettre en jeunesse et des fois on peut, et inversement. Et donc là en ce moment je suis sur un travail d'essayer de proposer quelque chose qui plaise à tout le monde. Je sais pas si ça marche. En tout cas, c'est un beau défi. Ouais, du coup moi c'est marrant parce que en fait là donc ce que j'ai là, comme je disais, c'est du young adulte et donc alors, il y a plein de gens qui disent, ouais, le young adulte, machin, c'est marketing et tout, machin. Alors, faut savoir que le young adulte est officiellement classé en jeunesse. Donc, les prix que je reçois, je concours pour les prix, quand on fait concourir mon livre, on le fait concourir dans des prix jeunesse. Selon les bibliothèques. J'étais bibliothécaire avant et donc, ça peut, s'il n'y a pas de rayon young adulte, oui. à se demander, on fout ça en jeunesse. Voilà, c'est ça. À se demander, on met ça en jeunesse. Je sais pas s'ils ont raison. C'est un parti pris. Pour moi, la définition de young adult, c'est lisible par des ados. En fait, on n'a pas mis old child. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, c'est young adulte et il y a le adulte dedans, donc c'est implicitement c'est à destination des personnes adultes ou plus jeunes. Voilà, c'est lisible par des ados. Et par des adultes en fait, et chacun y trouvera quelque chose de différent. En fait, moi j'utilise pour toujours adapter. Je sais pas sûr que j'adapte. En fait, dans ma manière d'écrire, comme je dis souvent, j'écris comme je compose de la musique. Et en fait, quand on compose de la musique, on compose pour un instrument particulier. Et si je compose pour l'harpe celtique, je suis pas en train de composer pour piano ou pour cor anglais ou pour piccolo. Écoute, c'est du cor anglais, c'est beau. Donc, en fait, dans ma tête, c'est vraiment en fait, l'équivalent de l'instrument, c'est le personnage. Et à partir de ce moment-là, c'est le personnage qui va imposer, en fait, son style et son rythme à l'histoire, beaucoup plus que moi, en fait. Et en fait, du coup, quand j'écris pour enfants, là, je suis en train de prévoir un livre pour à partir de 9 ans, 9+. L'héroïne est une gamine de 9 ans, et à partir du moment où l'héroïne est une gamine de 9 ans, le style est littéralement celui d'une gamine de 9 ans, de la façon dont elle pense et dont elle réfléchit. Et je me rappelle assez bien de moi à 9 ans. J'étais très chiante comme gamine d'ailleurs. Et je suis entourée, je suis cernée par des gamins qui ont 9-10 ans. Donc en fait, j'essaye de faire en sorte que ce livre pour enfants de 9-10 ans soit pas un livre pour enfants de 9-10 ans, mais un livre d'une enfant de 9 ans. Voilà, qui est le moteur de l'histoire. Et qui d'ailleurs parle à la première personne, ça aide vachement. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça va tomber relativement naturel de retourner dans les intérêts qu'ont les enfants, qui sont pas les intérêts qu'ont les adultes, d'ailleurs, disons-le très souvent. Une échelle de monde qui est différente, la table est vachement plus haute quand on a 9 ans. Non mais c'est vrai. En fait, on a oublié ce genre de truc, mais voilà. Et quelque part, en fait, c'est moto ramener à cet âge-là et me rappeler de qui j'avais comme ami à cet âge-là, de regarder les enfants qui ont cet âge-là autour de moi, et à partir de ce moment-là, mon écriture naturellement se façonne sur ça, exactement comme quand je veux compenser pour un Tin Whistle, je compose pour un Tin Whistle, quoi. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions s'il faut, mais je me dis il reste une 20aine de minutes et je me dis que ça peut être sympa que le public participe. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Petite question un peu technique du coup sur la classification. Si on fait là un rapport avec l'audiovisuel, par exemple, il y a le CSA permet de classifier les œuvres moins de 18, moins de 16, moins de 12. Est-ce que, justement, tu parlais de Young Adult, Morgane, est-ce qu'il y a des guides un peu comme ça qui existent dans l'édition, ou vous, en tant qu'auteur, est-ce que vous pouvez vous dire, voilà, moi, j'ai envie de parler de violence pour des enfants ou des jeunes adultes. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux mettre? Comment je décris? Voilà.
La loi, elle est assez simple en fait. C'est si vous voulez écrire pour les moins de 15 ans, vous pouvez pas mettre de cul, vous pouvez pas mettre de tuerie. Voilà. Non. Mais de tuerie violente, tu peux tuer un personnage, mais si tu vois, si tu mets pas trop de sang, oui, mais en 13+, en fait, il est en young adulte, il est classé en young adulte, donc en fait, il passe la censure. Mais il passerait pas s'il était classé en middle grade, il passerait pas le tien. Ah non, mais clairement pas. Mais il est pas en 15+, quoi. Il est vraiment en 13+, et parfois on le laisse encore à des enfants plus jeunes parce qu'ils sont prêts du point de vue de la lecture, quoi. Oui, mais en fait, ils vont pas regarder. Comme il est en young adulte, eux, ils le prennent en 15+. Donc, après, il faudrait pas qu'un crétin aille chercher trop, en effet, mais en même temps, c'est pas non plus d'une violence extrême. Enfin, moi, je trouve que ça me gêne pas du tout que moi, ma louloute de 12-13 ans, elle le lit si elle a envie de s'y pencher, parce que tu fais très attention quand même à ton lecteur. Moi, j'ai pas trouvé ça d'une violence. C'est dur, mais c'est pas comme au cinéma en fait, où vous pouvez avoir des choses très dures pour les enfants. Enfin, quand on monte Princesse Mononoke à un petit, c'est très dur quand même. Ça peut poser vraiment question. Mais par contre, on a classé en interdit aux moins de 16 ans ou 18 ans un truc où il y a trop de nichons et où on perfore le ventre de quelqu'un, parce que ça, c'est ce que le CSA considère comme trop violent pour l'enfant. Avec, je pense, des fois une méconnaissance de ce qui est trop violent ou pas pour l'enfant, finalement. Parce que des fois, on peut percer le ventre et puis c'est pas si violent que ça, et d'autres fois, il y a rien de visible et c'est encore pire. Est-ce que c'est pas tant le sujet que comment il est traité auquel il faut faire attention pour les enfants? Parce que oui, on peut peut-être tout leur montrer, mais on fait attention de comment on leur montre dans ce cas-là. Oui, c'est quelque chose. C'est pour chaque œuvre, c'est très différent en fait. Enfin, c'est vraiment un équilibre très particulier. Moi, je crois. J'ai été enseignante pendant longtemps. Je crois qu'on peut parler de plein de sujets avec les enfants, mais c'est évident que ça suppose quand même d'être à l'écoute de eux, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils peuvent supporter, puis ça va dépendre de la culture de l'enfant, ça va dépendre du milieu d'où il vient. C'est quand même très particulier. Enfin, on est tout le temps sur un fil. Je crois, il y a des enfants qui sont terrifiés par des trucs qui feront pas peur à d'autres. Enfin. Mais par contre, il n'existe pas effectivement au niveau éditorial ou de groupe. Le CNL se penche pas pour dire tel sujet, hop, ça passe au +13, au -13. C'est chaque éditeur qui perçoit son lectorat, perçoit le niveau. Oui, en fonction de sa morale, de sa déontologie. Contrairement au CSA pour le cinéma, où là, c'est une grille identique appliquée à tout le cinéma. À part pour cette question vraiment des scènes de sexe et des scènes de tuerie, où là, vraiment, quand c'est clairement dans cette ligne-là, on va pas les mettre. Enfin, ça passe en 15+, quoi. J'ai 2 questions à propos de l'attractivité liée au prix. Tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait beaucoup plus de grands formats qu'avant. Et je crois que c'est vous qui avez dit ça. J'ai pas dit ça, non. Qu'il y avait des poches plus avant et que maintenant il y avait plus de publications en grand format. Enfin, en tout cas. Non, j'ai dit qu'en young adulte, les grands formats partaient très bien. Ah, d'accord. Mais j'ai pas dit autre chose. C'est pourtant une réalité. Enfin, il y a plein de, ça c'est un des effets secondaires, peut-être pas le meilleur du succès de Harry Potter, c'est que les éditeurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient pousser et au lieu de vendre des bouquins 7 €, les vendre 20 ou 18. Et puis, ça c'est, je pense que ça joue dans l'attractivité de la littérature jeunesse. Enfin, c'est un peu répulsif de payer 18 € plutôt que 7 ou 8. Et puis le deuxième truc, c'est à propos du numérique. Il y a aussi une question de prix. Vous avez dit le numérique, ça marche pas. C'est quelque chose qu'on dit presque en général en France. Mais les éditeurs vendent les e-books en France très peu en dessous du montant du prix de départ du livre papier. Et c'est la grosse différence avec l'étranger où l'e-book
il est vendu en dessous du prix du poche, quoi. Donc là, descendre de, mettons, de 19 à 16,50 pour le numérique, c'est sûr que ça va pas motiver les foules, quoi. Non, ouais. Vous pensez pas que ça peut jouer? Personnellement, alors je sais pas ce que font les autres éditeurs, mais je sais que lui, il est à 18 € en grand format et il est à 9 €, donc moitié moins quand même en numérique. Ouais, et que s'il paraît en poche, il sera à combien? En poche, il est à 10. Donc il est un D'accord, petit peu, c'est pas voilà. mal. Mais... Donc c'est un peu moins cher quand même en numérique, en sachant que le gros avantage du numérique, avec mon éditeur, parce que alors pour le coup, moi je vends pas trop mal en numérique, plutôt bien. Oui, mon éditeur c'est ActuSF. Pardon. Mon éditeur c'est ActuSF, et pour le coup en fait le numérique est justement l'endroit où on se permet de faire beaucoup de promos. Je crois que j'ai genre au moins 2 ou 3 fois des promos, et des promos pour le coup qui amènent le livre à 5 € ou des choses comme ça à peu près, ce qui fait littéralement quasiment un quart du prix du grand format. Mais je pense que c'est très très rare comme politique éditoriale. Alors, je sais qu'en tout cas c'est la politique d'ActuSF. Moi, il me propose 2 ou 3 promos par an que je dois en tant qu'autrice accepter, parce que ça signifie aussi que mes droits vont être moindres. Vu que j'ai 45% du prix du numérique quand il est pris sur le site d'ActuSF, et 25, voilà, vous saurez ça, quand il est sur le Fnac ou une autre librairie en ligne. Donc voilà, il faut savoir que aussi c'est l'avantage du numérique, c'est que l'éditeur peut se permettre des promos, alors qu'avec la loi langue, on peut pas faire des promos sur les livres papier. Voilà. Voilà, j'allais juste compléter ça avec la loi sur le prix unique en France, qui est extrêmement protectrice pour la diversité, la biblioversité des bouquins, mais qui a cette contrepartie qu'on ne peut pas faire de rabais. Voilà. Et je voulais compléter sur. Donc pensez, si vous voulez soutenir vos auteurs et vos autrices, ça c'est une réalité. Achetez les bouquins sur le site de l'éditeur. Ponctuellement, parce que faut soutenir aussi les petits libraires, les petits trucs indépendants, mais en gros évitez Amazon, quoi. Ça me permet, je l'ai au moins casé une fois dans la journée, je suis très contente, 2 fois en fait, mais c'est pas grave. En vrai, voilà. Si vous achetez en numérique, achetez sur les sites de l'éditeur. Si vous achetez en papier, achetez en librairie. Voilà. Super. Voilà, en librairie indépendante. Voilà. En librairie indépendante. Par rapport à la première partie de la question qui a été posée, par rapport au format, au grand format, ou après je sais pas, moi j'ai pas forcément énormément d'expérience sur le côté jeunesse, mais je pense que c'est des réalités qui sont vraies aussi pour la bande dessinée, parce qu'on est sur des formats romans graphiques maintenant qui deviennent de plus en plus populaires et qui prennent une belle place dans les librairies. Et en fait, c'est des bouquins de plus en plus chers. Donc on est un peu loin, on s'éloigne vachement du côté populaire justement de la BD au départ, de l'album cartonné facile à acheter pour les gamins. Et là maintenant on est sur un truc, une logique un peu arty, qui évidemment en tant qu'auteur, moi je suis très content d'avoir un livre qui est avec un dos toilé, avec un beau papier ou des choses qui sont qualitatifs, ou même des formats pages assez importants. Sauf que finalement les bouquins sont à 20 balles minimum, et que plus c'est cher, moins c'est accessible aussi sans doute à une tranche de la population. Donc il y a un questionnement à avoir là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on fait du livre? Est-ce qu'on le rend de plus en plus élitiste par ce choix aussi de faire du beau livre? Je crois que c'est un peu la peur des éditeurs du côté numérique aussi, peut-être le côté oui, mais qu'est-ce qu'on fait du livre? Il faut le rendre vraiment attractif, qu'il faut qu'il soit beau, faut que ce soit l'objet cadeau, faut que ça soit. Donc il y a ces logiques là. Après il y a d'autres logiques aussi d'auteurs. Clairement on a de plus en plus on a maintenant aussi envie de faire des choses peut-être plus conséquentes, j'en sais rien. Des logiques qui viennent s'empiler les unes aux autres, et qui font qu'aujourd'hui on a des livres assez chers, je trouve, en tout cas dans l'illustré et dans la bande dessinée, je parle. Après c'est un marché qui est quand même assez différent, je pense, avec le roman, même si je pense qu'il y a des logiques un peu similaires aussi dans le choix des couvertures avec gaufrage, avec dorure et compagnie, et qui font que les bouquins, au lieu d'être vendus, qui auraient pu être vendus 20 €, ils sont vendus 25. Bon, voilà, ça change tout de suite le portefeuille quand même. Ils sont lourds. Non, mais c'est vrai, on a des logiques un peu des ego trips comme ça. Enfin, je sais pas. Après, c'est
c'est d'un côté les éditeurs qui font ces choix-là. La concurrence est de plus en plus rude. Sans doute que voilà, faut se démarquer sur le présentoir du libraire. Donc on trouve des astuces qui sont d'ordre qui finalement ne servent pas toujours le propos, qui sont vraiment de l'ordre du tape à l'œil ou du côté commercial de l'objet. Et du coup, ça pose quand même une question. Enfin, après, moi, j'ai pas la réponse. C'est juste que s'il y a un questionnement, c'est vrai sur qu'est-ce qu'on fait du livre et comment on le rend attractif ou pas, quoi. En fait, je fais une mini parenthèse sur ça. C'est vrai que là-dessus, le roman, je pense, a un gros avantage sur la BD et sur le roman graphique, c'est que le roman peut avoir très facilement plusieurs formats, alors que c'est beaucoup plus difficile dans le cas de la BD. Le roman, moi, les miens, ils sortent en numérique et en papier en même temps et en poche 1 ou 2 ans plus tard. Et c'est pas quelque chose effectivement qui est faisable en BD en fait. Donc je pense que là-dessus, un beau livre à collectionneur en roman n'a pas du tout le même entre guillemets poids ni public qu'un beau livre BD en fait. Parce que le beau livre BD, ça va être son seul format, à peu de choses près, alors que dans le cas du roman, ce sera un format. Pour essayer de compléter ce que vous apportez, c'est extrêmement, il y a vraiment tellement de choses qui rentrent en jeu. Du coup, je vais pas répéter ce que vous dites, c'est juste compléter avec le point de vue aussi de l'auteur. Moi, je suis pour que les livres ils soient pas trop chers, évidemment, parce que j'ai été professeur et je suis pour que vous lisiez plein de livres. Après, concrètement, pour vous écrire des livres, il faut que j'ai à manger. Sur un livre à 18 €, je vais avoir 1 €. Sur un poche à 6 €, je vais avoir 20 centimes. Donc, si jamais on vend beaucoup de poches parce qu'il est pas cher, c'est bien. Je vais peut-être réussir à avoir la même somme et à pouvoir continuer à faire mon métier. Mais si le poche il se vend pas bien ou si on le sort directement en poche, ce qui pourrait être aussi possible, et que ça se vend pas bien, ben j'ai plus rien à manger. Alors je peux plus écrire. Et je pense que cette logique-là, c'est la même pour les éditeurs, c'est la même. Et de fait, il y a cette question, la paupérisation qui fait que c'est de plus en plus compliqué d'acheter des livres, c'est aussi de plus en plus compliqué d'en vivre, c'est de plus en plus compliqué de les faire, à moins d'être vraiment les énormes maisons d'édition pleines de fric. Et cette question du coût, elle devient de plus en plus importante pour tout le monde, on est coincé en fait. On commence à être coincé parce que moi j'aimerais bien vous filer mes bouquins. Ça me ferait plaisir. Enfin, je veux dire, mais en même temps j'aime bien avoir le frigo plein. Et des fois je suis coincée. Et j'avoue que mes livres ils sortent en grand format à 18 €, ça me permet de continuer à le faire ce métier-là. Et ça m'embête. Mais s'ils sortaient pas à 18 € en grand format, j'aurais pas assez avec le poche. C'est peut-être la diversité de formats qui est importante dans ce cas-là, qui est du grand format pour ceux qui peuvent se le permettre et le poche pour ceux qui ont un. Ouais, mais tu vois, mais la par question contre, double format. Elle se pose très concrètement. 8848 mètres, j'ai sorti il y a 2 ans, il est en grand format et tant qu'il se vend en grand format, on le passe pas en poche. Et il y a des gens qui peuvent pas se l'acheter en grand format. Et oui, puis ça fait une culture à deux vitesses en fait. Oui. Et je sais que le poche, j'ai des lecteurs, ils liront que quand il sortira en poche. Je vais rebondir juste sur ce point-là pour rappeler le côté Ouest Hurlant. En fait, c'est exactement pour ces raisons-là que on a choisi de faire un prix poche à l'Ouest Hurlant. Déjà pour remettre sous le feu des projecteurs des livres qui sont sortis depuis un moment, qui du coup sont peut-être passés à côté ou sortis en même temps que d'autres, et du coup ça peut permettre à des livres de avoir une deuxième chance de gagner un prix littéraire déjà, et de deux, ça permet aussi de mettre en valeur des livres sous format poche et donc des livres plus accessibles. C'était quelque chose qui tenait beaucoup à cœur en fait à plusieurs membres de l'équipe et aussi à notre directeur artistique Xavier Delot qui a beaucoup soutenu l'idée non pas d'avoir un prix générique mais un prix poche exclusivement et donc voilà, c'était juste pour rappeler qu'on avait ce prix-là à l'Ouest Hurlant. Et je rappelle, moi, que là où l'État peut agir, c'est en nous payant bien sur les achats en bibliothèque, ce qui est de mieux en mieux. Et ça peut être une solution. Là, je sais pas, pour vous, moi, je viens d'avoir le chèque de la Sophia. C'est bien, il paye bien sur parce que
quand la bibliothèque achète un livre, elle doit verser de l'argent et nous, l'argent nous revient et ben ça c'est une bonne chose. Et là, l'État peut agir concrètement pour permettre aux lecteurs de lire moins cher, voire pas cher du tout si jamais la bibliothèque est gratuite, et à l'auteur de vivre quand même. Donc, bon, encore une fois, il y aura un problème d'argent à un moment ou à un autre. Oui, je voulais intervenir tout à l'heure en rebondissant aussi sur la question du livre beau, du bel objet et du bel objet et de son prix. Alors, je suis prof en collège, donc pour moi, la lecture des enfants, c'est un combat un petit peu quotidien. Et la question, qu'est-ce qui attire ? En fait, la question, est-ce que la littérature jeunesse peut attirer face à la lecture ? Ça peut être transformé en qu'est-ce qui peut attirer dans la lecture jeunesse, qu'est-ce qui peut attirer le lecteur cible, le jeune. Et justement, le fait qu'il y ait des objets de plus en plus beaux dans le livre, je trouve que c'est vraiment un facteur qui peut amener le lecteur, le jeune lecteur, à se saisir du livre. On a des rayons jeunesse qui sont quand même en pleine explosion. J'ai travaillé en librairie pendant quelques temps avant d'être prof, et justement, le rayon porteur, c'était le rayon jeunesse. Et le fait d'emmener son enfant dans un rayon jeunesse et de le laisser un peu comme dans un bac à sable, et ben ça lui permet de voir plein de choses qui sont très belles et de beaux objets. Je pense notamment en contrepoint à tout ça aux vieilles éditions de Molière ou aux vieilles éditions de classiques que je dois refourguer à mes élèves chaque année, et avec beaucoup de compassion pour mes élèves qui doivent ouvrir ces livres et les lire et essayer de se plonger dedans. Et le premier repoussoir à ces livres, c'est leur laideur et le fait qu'ils sont écrits tout petits, des fois. On parlait aussi du fait que ça puisse être adapté pour des élèves dyslexiques, pour des enfants dyslexiques, ou alors qui aient des troubles qui rendent un petit livre inaccessible. Ben en fait, ouais, les éditions qui font ce travail-là sont bien. Mais au-delà du format, pour moi, c'est une question aussi permanente. C'est qu'est-ce qui peut attirer, et en tant qu'auteur, comment on réfléchit à ça ? Qu'est-ce qui attire un enfant qui lit dans un livre? Et là, la question, je vous l'adresse parce que pour moi, c'est un vrai mystère. Il y a des choses qui vont me plaire et dont je vais souvent me dire, ça pourrait leur plaire. Et finalement, ça fait un flop total et il y a 3 élèves dans la classe qui l'ont lu. Ou alors, ça va être des fois un truc qui m'a moyennement plu, où je suis parti un peu en traînant des pieds, et où finalement, la classe s'est trouvée emportée dans un élan. Qu'est-ce qui attire dans le livre de jeunesse pour un élève? Et notamment quand on parle de science-fiction, est-ce qu'il y a une thématique qui peut attirer plus qu'une autre? Est-ce qu'il y a des problématiques qui vont attirer plus que d'autres? Voilà. Je réponds vite et puis je vous passe le micro. Moi, je fonctionne pas en me demandant qu'est-ce qui va attirer l'enfant dans le livre, parce que c'est comme de faire de la mayonnaise dans le noir. Je sais pas trop. De toute façon, je fais une histoire pour eux. Je me dis, si ça leur plaît, ça leur plaît. Et puis si ça leur plaît pas, je ferai autre chose, quoi. Je ferai de la mayo ou des gâteaux ou des trucs, et parce que j'arrive pas à voir trop non plus. Enfin, et à chaque fois, c'est un risque. À chaque fois, c'est un saut dans le vide. Tant que ça fonctionne, et après je vais les écouter dans les écoles, je vais voir si ça a fonctionné ou pas, et puis je continue, mais je sais pas, voilà. Moi j'écris toujours le livre que j'aurais eu besoin d'avoir, parce que je me dis qu'il y a toujours quelque part un enfant ou un ado qui me ressemble suffisamment, ou qui est vaguement confronté à un problème vaguement similaire, même de très loin, et des fois pas du tout d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça fait écho quand même. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'ai commencé par écrire de la littérature young adult, parce que c'est celle qui m'a manqué. Voilà, parce que et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je suis une grosse défenseuse de la littérature young adult, parce que c'est celle qui m'a manqué moi quand j'étais enfant, en fait, où je suis littéralement passée, comme je disais tout à l'heure, je suis passée de petit féroce contre les mammouths au Seigneur des Anneaux sans transition, quoi. Ça pique, en fait, les gens, ça pique. J'ai eu pareil, je vois très bien. On est d'accord, ça pique. Et en fait, moi, à 9 ans, j'avais fini le rayon jeunesse de la Bibli. Il était obsolète, désolé, j'avais tout lu 3 fois, quoi. Donc la solution, c'était le rayon adulte. Mais au rayon adulte, le truc le plus accessible, c'était encore une fois le Seigneur des Anneaux, quoi. À 9 ans, voilà. Et quand, par miracle, en 1998 est sorti À la croisée des mondes, qui est l'un des tout premiers bouquins young adultes sortis en France, mais qu'est-ce que j'ai respiré, en fait? Parce que d'un coup, j'avais une gamine de mon âge en héroïne, déjà, ça évitait de se taper un type moi désolé, mais
Enfin, Phébus ou Quasimodo, ou même Frodon, Frodon, il a 50 balais dans Le Seigneur des Anneaux, puis il a des problématiques de mec qui en a au moins 40, enfin, je suis désolée. Mais voilà, c'est pas pour rien que mon perso préféré, c'était Éowyn. C'était, en termes d'âge et de maturité, c'était ce qui se rapprochait le plus de moi, quoi. Bon, voilà. Et le fait qu'elle désobéissait à tout le monde aussi, ça, j'adorais. Et du coup, d'un coup, j'avais une gamine de mon âge qui avait ce même problème que moi, mais qui en même temps n'était pas Petit Féroce, qui, désolé, mais enfin la plupart tout était trop simple dans Petit Féroce, tout était trop rapide, il y avait pas, j'aimais bien, mais ça n'avait plus de, ça me défiait pas. En fait, ça me défiait pas, quoi. Même les Ratus rouges, ils me défiaient pas, quoi. Il fallait un livre, enfin, voilà, je cherchais dans le livre un livre qui me pose au moins autant un défi qui me racontait une histoire. Et à la croisée des mondes m'a posé un défi. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai respiré. Et c'est pour ça, je crois que je suis une grosse défenseuse de la littérature young adulte. C'est celle qui fait le pont, qui va chercher les gamins là où ils sont, bon, les gamins, les ados, parce qu'ils commencent à être ados sur 12, 13 ans, mais à 12, 13 ans, on n'est pas un adulte, en fait. À 12, 13 ans, les 3 mousquetaires, qu'est-ce qui me gonflait, quoi. Puis je savais pas ce que ça voulait dire, moi, être ivre. Je suis désolée. Alors Athos, ça paraît qu'apparemment, il était toujours ivre, mais je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où on écrit, parce qu'en vrai, les expériences humaines, c'est toujours des expériences humaines. Et en fait, on veut se croire unique, mais finalement, il y a toujours des gens qui vivent des choses similaires à nous. Et moi, j'écris toujours le livre qui m'a manqué en me disant qu'il parlera à un enfant à qui ça manque. En fait. Donc là, j'écris le livre qui m'a manqué ado et j'écris le livre qui m'a manqué enfant là en ce moment. Donc voilà. En fait, j'écris toujours le livre qui m'a manqué. Je me dis qu'il y a toujours quelqu'un à qui il manque aussi, finalement. Est-ce que tu as quelque chose à compléter? C'est très bien, on aurait presque pu conclure là-dessus. Hein, on peut, c'est comme... non, mais moi, j'ai fait une expérience avec un bouquin, une bande dessinée que j'ai fait une histoire inspirée d'Antigone. Alors, Antigone au collège, ça doit te parler parce que c'est peut-être une des œuvres qu'ils arrivent à lire, qui marche encore bien. Pourquoi ça marche bien? Je pense parce que c'est un personnage qui est proche d'eux, quoi, plus proche d'eux. Et je pense que ça marche encore mieux au lycée d'ailleurs parce les problématiques sont peut-être encore plus proches. Mais toujours est-il que là, c'était un moyen de rentrer. C'est une version en fait contemporaine d'Antigone où le personnage le transpose à notre époque. Et il y a peut-être besoin de ça en fait, se poser les questions aussi sur comment les accompagner parce que les œuvres classiques c'est très bien, mais en effet pour ceux qui sont un peu hermétiques à la lecture, il y a peu de chances qu'ils accrochent directement avec ce genre de choses, alors qu'il y a plein de richesses là-dedans, mais donc moi je crois pas mal pourquoi pas aller chercher, aller puiser là-dedans, mais trouver aussi des ressources qui renvoient à leur monde à eux, quoi, le monde plus contemporain. Je pense que c'est important aussi parce que faire résonner l'histoire avec aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire, je pense, avec la littérature. Et puis après, après les formats et tout ce qui est beau livre, en fait, je suis pas si convaincu que ça les attire. Par exemple, regardez le succès des mangas. En fin de compte, le manga, il y a rien de plus, en termes d'impression, de travail sur le livre, c'est ultra basique et ultra économique. Et pourtant, c'est dans les formats BD qui se vendent le mieux. Donc au final, c'est les thèmes, c'est les thématiques abordées, c'est le fait qu'ils s'identifient. Dans le manga, il y a le shonen, et dans le shonen, c'est clairement la quête d'un jeune adolescent et son évolution. C'est exactement la même chose pour Harry Potter. Donc finalement, tout ce qu'on a dit là déjà, en fait, c'est qu'ils arrivent à s'identifier. À partir de là, ça devrait bien se passer. Bon, je suis désolée, je suis sûre que vous avez d'autres questions. En plus, je trouve que les derniers points qu'on a abordés, moi j'ai trop envie de rebondir, continuer, mais on peut pas, le temps est contre nous, il est 18h et on arrive à la fin de cette journée de table ronde et de conférence. Donc déjà, merci d'avoir été là pour cette conférence, pour cette première édition de l'Ouest Hurlant. C'est top. On est tous très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup à nos 3 invités d'avoir participé à cette table ronde. Donc merci Silène Edgar, Morgane Ovklenko, Jop.
On vous retrouve tout de suite à la librairie. Je les chasse de la salle, ils courent à la librairie pour vous dédicacer des bouquins. Et donc les livres, on les a... Alors, c'est une sélection, c'est leur dernier, tout dernier. Et donc voilà, vous pouvez continuer la discussion en allant à la librairie. Et merci à vous. À bientôt.